Ah, les Vikings, de sacrés bonhommes qui ont inspiré bon nombre d'histoires, films, séries, jeux vidéo et on a même des musiques qui ont été faits en leur honneur. Et bien sûr, vous vous en doutez, il y a aussi des mangas sur les Vikings. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'un des plus connus d'entre eux. Ce manga, c'est Vinland Saga. Bon, peut-être que certains ont oublié de quoi ça parle, donc c'est l'heure de la petite piqûre de rappel. Bonjour les gens. Moi je suis Luchisco et aujourd'hui je vais te résumer Vinland Saga. Alors sois attentif. Et c'est parti. On suit Thorfinn 6 ans et il vit en Islande. Il aime la bagarre, mais pas son père parce que la violence c'est pas bien. D'ailleurs son père s'appelle Thors et c'était un Jom viking. Et en gros, c'était un mercenaire. Floki débarque au village et déballe tout le passé de Thors. Ouais votre gars là, c'est Thors, le troll de Jom. Et à l'époque, il cassait des gueules. Il chopait un mec bien là, boum, boum. Bref, ce Floki débarque pour demander à Thors de le rejoindre afin d'envahir l'Angleterre. Mais Thors refuse. En même temps, le gars, il a une petite vie tranquille. Un gosse, une femme, c'est normal en fait de refuser. Mais Floki l'oblige à y aller et Thors accepte à contre-cœur et part avec son vieil ami Leif Eriksen. Tu vois le père Castor ? Bah c'est lui. Le vieux Leif, il raconte sa vie aux enfants pour les impressionner. Et un beau jour, il parle du Vinland, une terre fertile, de beaux paysages et un endroit calme et paisible selon lui. Et tous les petits se foutaient de sa gueule. Tous, sauf un. Et c'est Thorfinn. Bon, il a quand même des doutes, mais il comprend que c'est vrai quand son père mentionne le Vinland. Bref, on revient au point le plus important, le départ de Thors pour envahir l'Angleterre. À leur départ, Thorfinn est absent, mais quelques temps plus tard, Thors et le reste de son équipage trouvent Thorfinn sur le bateau. Parce que Thorfinn, il veut voyager, se battre avec des gens... Ouais, c'est un petit con en fait. Sur leur route, Thors et ses copains sont encerclés et attaqués par une troupe de mercenaires et leur chef se nomme Askeladd. Et là, Thors demande à Askeladd de l'affronter en duel, et que si Thors gagne le duel contre Askeladd, lui et sa troupe de zigotos devront partir. Et Askeladd il accepte, mais il se fait défoncer par Thors et un Manu en plus. Mais Askeladd c'est un fils de pute, donc au final il respecte pas son duel et demande à son équipage de fusiller Thors. Et tout ça sous les yeux de Thorfinn. Genre d'être comme ça. T'as tué mon père, enculé de ta... Thorfinn embarque dans le bateau d'Askeladd avec pour objectif de venger son père et de tabasser Askeladd. Et je m'arrête là pour le résumé. Est-ce que c'était la fin du manga ? Non. Est-ce que c'était la fin de la saison ? Non plus. Mais j'ai pas envie de spoil davantage, j'estime que j'ai dit les points les plus importants pour que tu puisses suivre l'histoire ou te rappeler de certaines choses si t'as regardé l'anime il y a longtemps ou lu le manga il y a longtemps, tu vois, on va pas faire de discrimination ici. Moi, je vais te laisser avec Charlie parce qu'on est quand même sur sa chaîne, moi j'arrive, je suis là. J'avais dit qu'il fallait que j'arrête de squatter dans les chaînes des autres. Et je vais continuer à le faire parce que c'est marrant. Bref, merci à toi mon frérot Charlie, ça fait vraiment plaisir. En plus, tu parles d'une œuvre que je surkiffe. Et voilà. Au revoir. Ah, venez vous abonner à ma chaîne, il y a des trucs sympas des fois. Des fois, pas tout le temps. Quel putain de manga, je vous assure qu'il est beaucoup trop bien et merci à toi Luchisco pour ce petit résumé. Et je crois qu'il est maintenant temps pour nous de prendre notre DeLorean direction des temps enneigés pour découvrir des personnages historiques présents dans Vinland Saga. Et ouais, le fameux père Castor dont vous parlait Luchisco a bel et bien existé. Bon alors, comment vous dire ? Vous savez, à l'école, vous avez appris que Christophe Colomb avait découvert l'Amérique en 1492. Eh bien, c'est faux. Ouais, je sais, ça peut vous paraître fou, mais Christophe Colomb est loin d'avoir découvert l'Amérique. Oui, bien sûr, il y est bien arrivé en 1492, mais 500 ans avant, Leif Erikson avait déjà marché sur ces terres. Plusieurs textes islandais, dont la saga des Groenlandais et celle d'Éric le Rouge, nous racontent les aventures des Vikings en Amérique. À savoir que ces deux sagas forment ensemble une autre saga qu'on appelle la saga du Vinland. Je comprends rien. Mais alors, rien du tout. Bon alors je sais peut-être que je vous ai un petit peu embrouillé, donc pour être tous ok sur les termes, je vais bêtement vous lire la définition de Wikipédia. Une saga est donc un genre littéraire développé dans l'Islande médiévale entre le XIIe et le XIIIe siècle, consistant en un récit d'histoire, en prose, ou bien une fiction, ou une légende. Figé. Bon mais si je vous raconte tout ça, c'est que qui dit plusieurs textes, dit plusieurs versions de l'histoire. Et oui, dans la saga d'Éric le Rouge, Leif Erikson prend donc son bateau pour aller de Norvège jusqu'au Groenland. Malheureusement pour lui, ou peut-être bien heureusement pour lui, son bateau va être déplacé par les courants et il va donc se retrouver sur un continent inconnu. Dans la saga du Groenland, Leif Erikson quitte volontairement le Groenland pour pouvoir retrouver des terres qu'un de ses compatriotes avait vues un jour de tempête. Bon, ok, la différence entre les deux textes n'est pas flagrante, mais
C'est quand même cool de le savoir. Quoi qu'il en soit, Leif Erikson arrive donc avec ses compagnons sur les côtes américaines. Et eux qui avaient l'habitude de la neige et du froid, les voilà dans une terre fertile où il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation, des prairies à perte de vue. Il y a notamment plein de petits arbustes avec des petites baies qui ressemblent à des raisins. C'est pourquoi ils appellent cette terre le Vinland, car ça veut littéralement dire la terre du raisin. Bon, en vérité, on peut aussi le traduire par la terre de pâturage ou la terre des prairies. Vous choisissez. Aujourd'hui, on pense que le Vinland correspond à Terre-Neuve étant donné qu'on y a retrouvé pas mal de ruines d'établissements vikings. En tout cas maintenant, quand vous passerez à côté d'une statue de Leif Erikson, eh bien vous pourrez faire les fiers devant vos amis et votre famille et étaler un petit peu votre culture. Car oui, Leif Erikson a eu pas mal de statues et notamment beaucoup aux Amériques, que ce soit à Seattle, à Boston, à Chicago et même devant le Capitole de l'État du Minnesota. Mais bref, assez parlé de Leif Erikson, passons au prochain personnage. Toute la première saison de Vinland Saga se passe pendant la conquête de l'Angleterre en 1014 par les Vikings. Le roi qu'on voit donc dans la série, eh bien c'est Sven Barbe Fourchue, roi du Danemark. Et même s'il a réussi à rassembler tous les Vikings en une seule et même armée, ce n'est pas vraiment un personnage qui m'intéresse. Moi, j'ai plutôt envie de vous parler de son fils, Knut le Grand, qui est donc le prince qu'on voit dans Vinland Saga. Prince avec la chevelure dorée. Knut accompagne donc son père dans la conquête d'Angleterre, pendant que son grand frère Harald lui va rester au Danemark pour assurer la régence. Sauf que coup de bol pour lui, eh bien son père va mourir pendant cette campagne en Angleterre. Knut, alors présent sur les lieux, va être nommé roi d'Angleterre par la flotte. Harald, son grand frère, va lui être nommé roi du Danemark, en même temps il est déjà assis sur le trône. Ouais, sauf qu'il y a un petit problème, c'est que les Anglais, eux, ils sont pas trop d'accord en fait, on leur a pas vraiment laissé le choix, donc ils vont profiter de cette passation de pouvoir pour faire revenir leur ancien roi. Ethelred le Malavisé, qui avait donc été contraint de quitter son siège et de prêter allégeance à Sven Barbe Fourchue, décide de prendre les armes et de faire vengeance. Knut et son armée de barbares vont donc être chassés des terres anglaises en avril 1015. Le voilà donc de retour au pays, sauf que il a pas trop envie d'y rester, parce qu'au Danemark, c'est pas lui le roi. Donc un petit peu de vin, un petit peu de viande, un petit peu de fête, et nous voilà requinqués, on repart directement à la guerre. Knut va donc lancer une deuxième conquête sur l'Angleterre en septembre 1015. Alors je vais vous passer tous les détails des batailles, mais en gros ce qu'il faut savoir c'est qu'au début il galère un petit peu. Ethelred défend hyper bien son territoire, sauf que malheureusement, ça reste un homme et il va finir par mourir. Son fils, Edmond Côte de Fer, va alors prendre le relais. Sauf que malheureusement, il est super nul, c'est une vraie quiche. Et du coup, fatalement, c'est la défaite. Alors pas une défaite totale, mais une petite défaite quand même. Après la bataille à Ascendin en 1016, Knut et Edmond vont donc rédiger un accord pour séparer le royaume en deux. Sauf que de toute façon, Edmond meurt un an après. Donc Knut va en profiter pour récupérer la couronne et devenir le seul et unique roi d'Angleterre. Ouais, sauf que l'Angleterre, c'est pas assez stylé. C'est pas assez grand, il en faut plus. Knut va commencer par renforcer sa position suprême en épousant le 2 juillet 1017 Emma, veuve de Ethelred. Ouais, vous m'avez bien entendu, il va littéralement se marier avec la femme du gars qui l'a buté et aussi la mère du mec à qui il vient de voler la couronne. C'est propre. Un an après, en 1018, son grand frère Harald va mourir. Donc Knut en profite et il va récupérer la couronne du Danemark. Et quelques années après, en 1026, Knut va écraser une petite rébellion norvégienne et en profite pour récupérer la couronne de Norvège. Le voilà donc avec 3 couronnes royales sur la tête, autant dire que dans le château, il flex un max. Face à cette puissance, les souverains d'Écosse et d'Irlande décident de faire acte d'allégeance et se déclarer vassaux du roi. Dans la lancée, les peuples slaves qui habitent sur les côtes baltiques décident aussi de prêter allégeance. À cette époque, il est donc à la tête d'un des plus grands empires d'Europe. Sauf que vous l'avez compris, son royaume est fait de juxtapositions de plein de peuples qui ne s'aiment pas vraiment d'habitude. Du coup, à sa mort, en 1035, l'empire va complètement exploser. Mais il n'empêche que ça restait un mec plutôt badass pour l'époque. Ouais bon je sais, ils ont tous le grand comme surnom, j'y peux rien si à l'époque ils avaient pas d'inspi. Bref, d'après les traditions, Thorkel est le fils de Strut Harald et le frère de Sigvaldi, chef des Jomsvikings, et vous m'excuserez pour la prononciation. Alors petit aparté, les Jomsvikings sont une troupe de mercenaires avec des soldats d'élite. En gros, c'est les vikings de l'apocalypse, vaut mieux pas être sur leur chemin. Après il est vrai qu'on doute encore de la véracité de cette armée, car pour le moment nous n'avons trouvé aucune ruine de la forteresse qui devrait se situer à Jøsborg sur les côtes baltiques. Mais à côté de ça, nous avons retrouvé des stèles runiques qui témoignent de leurs exploits. Armée légendaire ou bien réelle, moi perso, je préfère y croire. Mais bon, revenons à Thorkel. Nous sommes donc en 1009 et à cette époque, le Danemark n'a pas encore envahi l'Angleterre. Thorkel va donc faire ce que fait tout bon viking, à savoir prendre des bateaux et aller piller. Et ça, il va le faire pendant 3 ans en Angleterre. Alors clairement, je sais pas ce que fait l'armée anglaise,
mais elle est pas là. Et du coup, eh bien Torquel, ça devient un petit peu la terreur de l'Est de l'Angleterre. Le roi Athelred, celui dont on avait parlé tout à l'heure, décide de verser un tribut de 48 000 livres à Torquel en échange de son départ. Alors Torquel, bien évidemment, il accepte l'argent, mais au lieu de rentrer chez lui, eh bien il décide de se mettre au service du roi avec ses 45 navires. Ah, ce mec, c'est une girouette, hein. Il va là où il y a l'argent, et autant dire que le roi, eh bien il en a pas mal. Bon, sauf que clairement, Torquel, il est pas super bien vu par les Anglais, hein, parce qu'il a quand même passé 4 ans à leur couper la tête. Mais les tensions vont finir par s'apaiser, car Torquel va épouser la fille du roi, la princesse Edith. Autant dire que là, Torquel, il est bien. Il est protégé, il a de l'argent et est marié à une princesse. Oui, sauf que quelques années plus tard, comme on en a parlé tout à l'heure, eh bien, l'Angleterre va être envahie par ses copains du Danemark. Et exactement comme dans le manga, eh bien Torquel va rester fidèle à l'Angleterre. Il va même aider le roi Athelred à revenir au pouvoir à la mort de Sven Barbe Fourchue. Mais lors de la deuxième invasion, Torquel se dit que ça commence à sentir un peu le poisson, que la chance est en train de tourner, et il décide donc de se rallier à Knut. Ah, je vous ai dit, hein, c'est une girouette. Alors me demandez pas pourquoi, mais les Vikings passent totalement l'éponge sur sa vie anglaise et acceptent Torquel les bras ouverts. Mais en plus de ça, il est tellement chaud qu'il devient le bras droit de Knut. Et après la victoire et la conquête totale de l'Angleterre, eh bien le jeune roi décide de lui donner l'Est-Anglie, faisant de lui le plus puissant baron d'Angleterre. Donc ouais, Torquel c'est peut-être une girouette, mais une girouette sacrément forte. Bon, après lui et le roi vont un petit peu s'embrouiller, il va être déclaré hors la loi, on sait pas trop pourquoi, mais ils vont finir par se réconcilier, organiser des banquets, faire la fête, bref, faire ce que font les Vikings. Et malheureusement, c'est un petit peu tout ce que nous savons sur Torquel. On ne sait pas comment ont été les derniers instants de sa vie, ni comment il est mort, mais autant dire que c'est quand même un personnage plutôt cool, et dans la série Vinland Saga, c'est un de mes personnages préférés, donc je ne pouvais pas passer à côté. Ah, j'étais obligé de vous faire ce petit bonus. Il était impossible pour moi de vous faire une vidéo sur Vinland Saga sans vous parler de Askeladd. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est l'un des meilleurs méchants que je connaisse. On le déteste, on le comprend, on a de la pitié, on le respecte et on finit par l'aimer. Quand il vient à disparaître, eh bien on a un petit goût amer dans la gorge, à la fois satisfait et terriblement triste. Alors désolé d'en décevoir certains, mais ce personnage est complètement fictif. Et ce qui est très cool, c'est que Askeladd est en fait un remaniement d'Askeladden, un personnage qui est récurrent dans les contes populaires norvégiens. C'est un petit peu le prototype du jeune garçon qui passe son temps à rêvasser et à jouer dans les cendres du feu. D'où son nom. C'est souvent le plus jeune de 3 frères et le moins susceptible à réussir dans la vie. Les autres auront des capacités qui les rendent exceptionnels, comme le fait d'être cultivé ou d'être fort au combat. En contraste, Askeladden est lui montré comme un bon à rien, un excentrique solitaire. Et c'est un petit peu ce que nous retrouvons dans Vinland Saga. Il est le plus jeune, recueilli par son père alors qu'il n'est qu'un bâtard, il n'est pas destiné à une grande vie. C'est donc sur ce petit bonus qu'on va arrêter la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi perso, je kiffe de plus en plus vous faire ce genre de vidéo où je vous raconte l'histoire avec un grand H dans l'histoire avec un petit H. Je remercie encore une fois Lucisco d'être passé dans la vidéo, tu es un mec en or, je te kiffe. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne juste ici, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne juste ici. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!